Vous ne connaissez peut-être pas Gaëlle Hana Serrero, elle est doctorante en pensée juive. Elle nous a fait le plaisir de faire un stop au studio Kalita pour nous raconter son histoire d'Alia, pleine de rebondissements. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Gaëlle Hana Serrero, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On est super content de vous avoir parce qu'on sait que vous n'avez pas tellement parlé au micro. C'est pas votre truc. Non, c'est pas trop mon truc. Vous préférez écrire, lire? Je préfère le contact direct et le rapport humain sans médias. Donc voilà, on n'est pas très loin, ça devrait aller. Alors vous êtes enseignante aujourd'hui, on en parlera peut-être dans une prochaine émission, vous enseignez toutes les semaines. J'enseigne au Hug Beno Gross. Donc, qui fait partie d'un endroit qui s'appelle Hamakom, au 5 Brenner à Tel Aviv, voilà. Qui est un endroit qui a été créé à la base pour rapprocher les religieux et les non-religieux. Et à l'intérieur de Hamakom, qui donne des cours en hébreu, on a le Hug Beno Gross, qui est une association qui a été créée par la femme de Beno Gross, Myriam Gross, et son fils, Michael Gross, pour continuer et diffuser la pensée et la mémoire de Beno Gross. Et on est plusieurs enseignants. J'enseigne là-bas la pensée juive moderne. Oui, vous êtes nombreux. On a le plaisir d'ailleurs de recevoir Raphaël Ben-Admon, Dvorah Shenav. Pas mal d'enseignants de chez vous, mais je vous promets, on fera une autre émission. On parlera spécifiquement de cet endroit. Mais moi, ce qui me fascine, c'est votre parcours d'Alia. Donc, vous êtes là en Israël depuis 13 ans. Vous êtes montée toute jeune et votre plan était au début, vous venez de Lyon, vous aviez entendu parler de l'Ulpan Etzion comme le meilleur Ulpan du pays pour apprendre l'hébreu. Exactement, j'avais toujours voulu monter en Israël. Je suis née dans une famille très sioniste. Et on est toujours venus en vacances aussi en Israël, donc je parlais déjà un petit peu hébreu. Et Israël, pour moi, c'était normal, c'était logique, c'était un jour. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu partir faire l'armée. On m'a dit... calme-toi, va faire la vaisselle, fais tes études. Vos parents, c'était pas leur truc. tu partiras après. Bien sûr que c'était leur truc, mais il fallait pas partir n'importe comment pour faire n'importe quoi. Ma mère et mon père m'ont dit, si tu as un projet concret, ordonné, pensé, ok. Mais comme ça, juste pour t'émanciper, non. Donc vous êtes resté, vous avez écouté. Donc j'ai écouté et j'ai fait une licence de lettres modernes à l'université Lumière Lyon 2. Donc à Lyon. Alors juste pour revenir un petit peu en arrière, vous avez été quand même très militante, hein. Vous vouliez faire l'armée pas comme ça, mais parce que vous étiez au Bétar. J'étais au Bétar, j'apprenais le Krav Maga et oui, Jabotinsky. C'était quelque chose d'important pour vous. C'était important, il fallait être un peuple fier sur sa terre et défendre son existence. Alors c'est assez rigolo parce que vos parents, par contre, eux étaient plutôt à la Shomer HaTzaïr. C'est pas incompatible. Mes parents se sont rencontrés à la Shomer HaTzaïr, mais il faut savoir que quand mes parents se sont rencontrés à la Shomer HaTzaïr, il y avait presque aucun cadre pour les jeunes juifs pour se retrouver à Lyon. Il n'y avait pas non plus d'école juive et la Shomer HaTzaïr, c'était un des rares mouvements qui existait à ce moment-là. Mais c'est pour parler de la pluralité de votre famille. Et puis c'est merveilleux parce que mon père, qui était très religieux, a rencontré ma mère qui, elle, est d'origine turque. Et mon père est d'origine bécharienne. Et c'est ce mélange qui est merveilleux. Ouais, c'est sûr, ils étaient deux univers complètement différents. C'est la Shomer HaTzaïr qui leur a permis de se découvrir. Et ils ont fait ensemble les kibboutz, ils étaient à Sassa. Donc j'ai grandi là-dedans. Vous avez grandi là-dedans, dans l'esprit Khaloutzi qu'on dit. Exactement. Alors, vous décidez finalement, parce que vous avez écouté papa-maman et vous avez fait une licence à Lyon, vous décidez finalement de venir en Israël. Et puis, un petit coup du destin, un ami de votre père vous dit, mais tu vas pas envoyer ta fille à l'Ulpan Etzion, c'est pas du tout pour elle. Il faut qu'elle aille dans une structure plus religieuse, à Hamdat Adarom. Alors, oui. J'ai écouté papa-maman. J'ai du mal à écouter en général quand on me dit fais quelque chose. Et en général, je fais exactement l'inverse. Mais bon, j'ai quand même trouvé ce qui me plaisait, c'était la littérature. C'était les pires années de ma vie. À l'université de Lyon. L'université Lyon 2, c'était les guitares, l'herbe, oui, la littérature, la boisson, mais dehors, c'était les extrêmes et en même temps une énorme richesse. On a du mal à y croire. Intellectuelle. Mais j'étais
très révoltée, je cherchais quelque chose que je trouvais pas et je cherchais partout. Je cherchais dans les livres, je cherchais dans les gens. J'étais très révoltée. Vous étiez anarchiste. J'étais un peu... j'étais sur les pentes de la Croix-Rouge, j'écrivais des tracts pour la Plume Noire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut expliquer ce que c'est que la Plume Noire. La Plume Noire, c'est une librairie anarchiste sur les pentes de la Croix-Rousse. Et effectivement, les slogans, c'était ni Dieu ni maître. Et c'est l'époque où j'ai lu Proudhon, Bakounine, Makhno, on chantait dans les rues de Saint-Jean. Mais ça a duré combien de temps, cette période ? Ça a duré le temps de la licence de lettres, ouais. Ok. Mais c'est rigolo, mais c'est pas très étonnant. Finalement, le juif cherche quelque chose et quand il n'y a pas de réponse, quand il ne trouve pas, il cherche ailleurs. André Neher disait le juif a donné dans tous les chantiers de libération de l'homme, mais dans son propre chantier, il n'a pas encore donné. Et c'est un peu, je crois mon parcours. Vous avez cherché... je cherchais quelque chose. Partout en dehors de vous, quoi. En dehors de vos racines. J'ai commencé par chercher dans les livres et puis après, j'ai cherché dans les gens. Et aujourd'hui, je cherche en Israël. Ok. Alors, vous avez, après ces 3 ans, ça paraît incroyable que vous soyez arrivé à Chemdat Adarom, qui est complètement l'inverse. Donc c'est ça. J'allais partir à l'Ulpan Etzion, à Jérusalem, puisque ce qui était logique, je voulais étudier à l'université de Jérusalem aussi après. Et puis on m'avait dit que c'était le meilleur Ulpan. Et juste avant de partir à la synagogue, le rabbin Eladad, merci, a croisé mon père, qui surnomme Monsieur Gentil parce qu'il est toujours très gentil et je l'ai toujours vu depuis que je suis petite aider tout le monde. Okay. Et il est ingénieur en informatique et depuis que je suis petite, il y a des gens qui amènent leur machine à la maison pour que mon père les répare. Il part à des heures pas possibles réparer chez les gens, chez les vieilles personnes qui peuvent pas se déplacer, etc. Aujourd'hui, il est un peu fatigué, donc il a besoin justement de beaucoup de rizouk et de prières pour aller mieux. Et c'est grâce à lui, parce que c'était Monsieur Gentil, que le rabbin Eladad lui a dit « Monsieur Gentil ne peut pas envoyer sa fille n'importe où. J'ai un ami très bien qui s'appelle le Rav Eli Kling et qui est à Netivot et qui a un ulpan spécial. Allez voir et vous le regretterez pas. » Et on a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Effectivement, l'agent juif ne nous l'avait pas proposé, nous en avait pas parlé du tout. Et puis bon, moi j'étais pas non plus... Je voulais pas aller dans une école religieuse. Ouais, pour moi, c'était quelque chose de bizarre. Mais en même temps, j'étais pas fermée. J'ai toujours été très, très curieuse. C'est terrible. Et j'ai dit, bon, on va aller voir. On était en vacances en Israël. On a dit, on va justement faire le tour, voir où c'est que je peux habiter, comment ça va marcher, tout ça. Donc, on a dit, on va passer à Netivot. En même temps, on ira voir Baba Salé. Puis, on ira voir Eli Kling de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris rendez-vous. Alors moi, je suis arrivée avec mes jeans déchirés et j'ai dit au Rav, quand j'ai vu le Rav, quand on est rentré là-bas, d'abord, je lui ai dit, je vous préviens tout de suite, moi, j'enlève pas mes jeans. Et puis, de toute façon, je veux rien qu'on me mette dans la tête. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre et réfléchir par moi-même. Et vous n'arriverez à rien. C'était une bonne entrée en matière. Voilà. Ça a dû lui plaire. Ça a dû le challenger. Et puis, pour faire mon intéressante, je lui ai cité Goethe à ce moment-là et je lui ai dit « Mais ce qui m'intéresse, c'est d'acquérir des richesses qui jamais ne s'altèrent. » Et il m'a dit « Eh bien là, t'es bien tombé. Parce que tu sais quoi, tes jeans, t'auras qu'à les garder sous les jupes. Et les richesses, tu sauras même plus quoi en faire. » Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, il avait un chapeau de cow-boy. Et derrière lui, sur le mur, il y avait tous ces visages de filles souriantes et débordantes de bonheur. Et tous ces paysages d'Israël dont j'avais tellement rêvé que j'ai senti qu'il y avait là quelque chose qui se passait que je ne pouvais pas rater. Et donc, tu as accepté. Et j'ai accepté. Et puis aussi, c'était un challenge. Netivot, à ce moment-là, il n'y avait rien. Chemdat Adarom, c'est au milieu des champs, en face de Baba Salé. Et Netivot, c'était 3 maisons. Et un supermarché. Toute petite ville en développement. Qui a changé, qui est en train de changer. Habiter avec 30 filles aussi, c'était quelque chose qui me faisait très peur. Sortir de chez moi, c'était bien, c'était une grande aventure, mais habiter que avec des filles, ça me semblait être un cauchemar.
Ah bah bien loin de l'ambiance de la fac de Lyon et de la fac de Lyon, ça c'est clair. Alors tu as accepté finalement. J'ai accepté. Tu as dépassé tes peurs et puis il faut dire que c'est dès le premier moment, dès le début de ton alia, tout a changé parce que arrivé à l'aéroport, tu étais avec André Neher. Non pas avec André Neher, mais aussi, mais pas tout de suite. Tu étais avec Ellie Kling et vous étiez en train d'attendre pour les papiers, etc., etc. Tu t'ennuyais, il t'a filé un bouquin. Ce bouquin, c'est un livre d'André Neher. Oui. Et là, ça a changé ta vie. Exactement. Comme je venais de Lyon, et j'étais toute seule à venir de Lyon dans le groupe, dans notre Marzor. Les autres venaient de Paris. Et mon avion avait 1 heure d'avance. On devait attendre les autres filles. Et sur les bancs de l'aéroport Ben Gurion, Ellie, dans sa petite mallette noire, il avait Jérémie d'André Neher. Et c'est le premier livre que j'ai lu, la première heure, mes premières heures de mon alia. Et ça a changé. Donc cette nuit en Israël, et ça a tout changé parce que j'ai lu ce déchirement entre deux mondes exprimé par Neher. C'est l'histoire d'un prophète qui est à la fois trop proche de Dieu et trop loin de lui, et qui en souffre. Et jusqu'à présent, mon identité juive en France, elle était vécue comme ça, elle était vécue sur le mode du déchirement. La schizophrénie, j'aime bien dire schizophrénie. Oui, j'étais à la maison quelqu'un et en dehors avec mes amis quelqu'un d'autre. Et pourtant j'étais respectée par les gens qui savaient que j'étais juive, je pouvais parler de ma religion, mais c'était justement une religion. J'étais regardée un peu comme une bête curieuse, c'était très intéressant, et pourtant j'avais des réelles amitiés qui étaient fortes et qui étaient riches et qui étaient intenses. Mais moi, je le vivais sur le mode du déchirement et de la souffrance. Et d'ailleurs, j'écrivais, j'ai toujours écrit et lu, et j'écrivais des histoires noires et des poésies douloureuses et mélancoliques. Et j'avais tout le mal du siècle, j'avais tout ça. Oui, l'angoisse. Et puis, c'était un mélange de tout ce qu'il fallait pas. Alors, ça t'a tellement Et quand j'ai lu Neher, j'ai mis les mots. Neher a mis pour moi les mots sur ce que je ressentais et sur ce qui me traversait. Ouais. Alors, c'est assez joli comme histoire parce que non seulement c'est ta première rencontre avec, on va dire, le judaïsme, entre autres, enfin en tout cas la littérature juive, ce sera plus juste. La pensée juive. La pensée juive. Et tu as été plus loin parce qu'avec ce livre, avec ta rencontre avec Ellie Kling, tu as été carrément voir la veuve d'André Neher. Alors oui, avec cette nuit-là, en fait, tout a... On dit vraiment Méchané Makom, Méchané Mazal. On change d'endroit, on change de destinée, on va dire ça comme ça. Certainement qu'en restant en France, j'aurais continué dans la littérature et j'aurais peut-être aussi fait des études et de la recherche, puisque c'est ce pourquoi je suis faite. Mais tout a changé parce que je suis revenue à moi et à ce que j'étais au fond. Et ça s'est réunifié, ça s'est réparé. Et grâce à André Neher, qui porte un message d'espérance justement pour le juif, malgré l'antisémitisme qui ne s'éteint pas, malgré cette souffrance qu'il ressent d'être loin de Dieu et en même temps trop proche, malgré cette étrangeté, malgré cette solitude, malgré tout, c'est le message d'André Neher. Il y a de l'espoir, il y a de la construction, il y a de la reconstruction, il y a de la réparation. Et c'est ça l'œuvre du juif, c'est de transmettre et de fabriquer toute cette lumière-là. Voilà. Alors, tu as osé débouler chez sa veuve et tu lui as dit Avant de débouler chez sa veuve, alors, d'abord, avec Chemda Tadarom, j'ai eu le lien immédiat avec les textes en hébreu. J'ai passé 1 an à pleurer de frustration de ne pas pouvoir m'exprimer en hébreu, mais aussi de ne pas pouvoir lire et de voir combien j'avais de retard accumulé sur ce qui était mes richesses, mon héritage. Alors, découvrir son identité, pas simple, sentiment de frustration, tu nous l'as dit un peu, tu as pleuré pas mal. J'ai pleuré toute l'année. Quand on voulait me décrire, c'était la fille qui pleure. Elle est tout le temps en train de pleurer. Alors que je suis pas une personne qui pleure en règle générale. Mais t'étais bouleversée. Et cette année, je l'ai passée à pleurer. Je pleurais devant les paysages, je pleurais sur les textes, je pleurais quand je rencontrais des gens, je pleurais tout le temps, je pleurais de pas pouvoir m'exprimer en hébreu. Et je pleurais de ce sentiment de frustration et de manque, l'impression d'avoir presque perdu mon temps à lire tous les livres du monde, parce que j'ai toujours lu depuis que je suis petite. Ouais, mais sauf les livres... Sauf les livres qui parlaient de moi, mes livres. De ton identité.
Et c'est la première fois que j'ai eu affaire à des textes de Gemara, par exemple, la Chemdat Adarom. Tout, le Midrash, la Haggadah, le Talmud, le Zohar, la Kabbale, l'histoire des idées, l'histoire de la pensée. J'ai découvert que je ne savais rien. Okay. Vraiment que j'ai découvert que je croyais savoir des choses et que je savais rien du tout et que tout était à reprendre à zéro. Alors, on ne peut pas tout détailler malheureusement parce que c'est vrai que c'est passionnant comme parcours initiatique, on va dire ça comme ça, mais on est obligé de faire des raccourcis. Donc, quand tu as rencontré la femme de André Neher, c'était à Hanouka et on avait des vacances et j'ai dit à Eli Kling, je vais à Jérusalem ce week-end. Il m'a dit, ça tombe bien, passe voir une vieille amie à moi. Elle s'appelle Rina Neher. J'ai pas fait tout de suite le lien. Et puis à ce moment-là, je me cherchais, je me demandais ce que j'allais faire l'année suivante. Il m'a dit, elle pourra peut-être t'aider, dis-lui ce que tu veux faire. Puis j'étais animée d'une flamme comme ça, de vouloir faire quelque chose en Israël, de vouloir construire quelque chose. Okay. Et je suis allée la voir. Donc Rehov Ussishkin, je me rappelle. Je suis rentrée là-bas, il y avait le piano, il y avait la fameuse lettre, la sculpture du Aleph. Et puis cette petite femme à la poigne extrêmement forte, quand elle m'avait secoué la main, j'étais toute ébranlée de cette poigne aussi forte de cette petite femme. Et elle m'a fait asseoir. Elle était en même temps très chaleureuse et très sèche. J'avais encore jamais rencontré de Strasbourgeois, en fait. Je savais pas ce que c'était que cette chaleur-là qui était en même temps très, très réfléchie. Et elle m'a dit alors, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, justement, je viens vous poser des questions, je cherche des réponses, je veux changer le monde. Et elle m'a dit que peut-être vous pourriez m'aider, me diriger. Elle a dit oui, c'est bien d'avoir des jeunes encore qui veulent changer le monde, c'est bien. Alors regarde, elle m'a sorti 3 livres, donc de son mari, en me disant lis ces livres. Et puis, là, tu reviendras me voir. Tu avais compris où tu étais arrivée ou toujours pas ? J'avais pas vraiment encore fait le lien entre le André Neher dont j'avais lu Jérémie, le André Neher dont Élie nous donnait l'enseignement à Chemdat Adarom, celui dont Élie disait que quand il était en Israël et qu'il faisait la bracha sur la pomme, Boré Péri Aetz, alors les premières fois de son alia, il faisait Boré Péri Artsenu. Et j'avais pas fait le lien. Et après, dans ces livres-là, il y avait un livre. Ils ont refait leur âme. Ce livre-là, il était fait pour moi. Okay, j'imagine. Et il y avait dedans tous les grands héros de la pensée juive qui, à un moment donné de leur vie, ont été appelés par quelque chose et ont ont transformé leur vie. Et après seulement, on voit qu'il y a un fil rouge il y a une continuité. C'est un des messages très forts d'André Neher, c'est cette continuité qu'il y a toujours dans l'histoire juive, alors qu'on pense que finalement, des fois, il y a des cassures ou des retournements, et qu'il y a des gens qui crient au scandale ou qui pensent qu'on a retourné sa veste, alors que finalement, c'est quelque chose de plus profond qui nous anime. Alors, vous avez, suite à ces lectures je sais plus, on dit les deux, c'est pas très grave. Donc, tu as été vraiment très absorbée par ces lectures, très bouleversée, et tu as décidé de faire ton master sur Neher. Alors, il y a eu 2 choses. Première chose, je voulais pas perdre mes acquis. Je dis, je veux devenir israélienne, je veux vivre en Israël et je veux m'épanouir, mais je veux pas perdre tout ce que j'ai appris et tout ce que j'aime. C'était une façon de lier les 2 mondes. Et ce que j'aime jusqu'à présent, c'est la littérature française. Et en même temps, j'ai découvert quelque chose, je veux aller sur ce chemin-là. Et j'étais comme ça en train d'hésiter à la croisée des chemins. Et puis je me suis dit, peut-être que... Et en lisant Neher, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est poétique, quelle langue, quelle richesse. Peut-être que je peux faire quelque chose. Et je me suis inscrite en littérature française à l'université de Bar-Ilan. Et j'ai pensé faire un master sur la poésie chez André Neher. Finalement, ça a été sur la prophétie. Et là, il y a eu à Bar-Ilan une prof incroyable qui s'appelait Zichrona Livracha, Judith Kaufmann, et qui était spécialiste du rire et de Romain Gary. Et qui enseignait la littérature de la Shoah et la littérature juive.
chose qui ne se fait presque plus aujourd'hui. C'est bien dommage. À Bar-Ilan, on a un peu trahi tout ce qui avait été construit à l'époque et c'est triste. Et il faut remettre ça au goût du jour parce que c'est important, ça peut changer des vies. Donc elle t'a guidée, elle t'a soutenue et tu as pu... Alors ce qui s'est trouvé, c'est qu'encore là, le fil rouge était encore là. Elle avait été... elle avait étudié elle-même. Elle avait été, je crois, Khanicha d'André Neher, dans le même mouvement de jeunesse. Elle s'appelait Chouquette et elle l'avait connu, elle avait étudié avec lui, elle avait eu son enseignement. Et c'était la personne qu'il fallait. On a construit ensemble mon master et il s'est transformé de la poésie en prophétie. Et j'ai travaillé sur la prophétie chez André Neher. Mais comme j'étais une petite étudiante et qu'il fallait aussi que je vive, parce que l'eau fraîche et la passion, c'est bien, mais il fallait quand même que j'arrive à vivre. Alors j'avais eu la bourse d'études de Ami, qui m'avait sauvé la vie à l'époque, mais qui n'était pas suffisante. Donc vous étiez aussi madrecha dans un ulpan giour à Ain Hanativ. Alors j'ai décidé, un ulpan de conversion. C'est ça, j'avais pensé, j'ai dit voilà, je fais mon master en 1 an. Au lieu de le faire en 2 ans, je mets tous les cours dans la première année. Comme j'étais à l'époque célibataire et que j'avais rien d'autre à faire, je passais ma vie à Bar-Ilan de 8h du matin à 8h du soir. En plus, j'avais découvert qu'à la fac, on pouvait travailler. Contrairement à ce que je faisais en France. Ouais, on peut faire je lisais des livres, mais c'était dehors. Alors qu'en Israël, t'as pas le temps. T'es là pour travailler et il faut des résultats. Et je sais pas, c'est plus immédiat aussi. Et la langue aussi. Enfin bref, tout était différent. Et donc vous avez pu faire votre master, travailler. J'ai fait tous les cours. Et après, je me suis dit, l'année d'après, je vais trouver un boulot pour pouvoir écrire ma thèse. Et quand j'ai cherché un travail... Encore une fois, le Rav Kling, à ce moment-là, m'a dit « Ah, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un. » Et il m'a envoyé au kibbutz Ain Hanativ chez le Rav Elikan Zichrono Livracha, qui a l'ulpan giour de Ain Hanativ, l'ulpan de conversion. Il y a aussi à Ain Hanativ une midrasha pour jeunes filles, qui était une des premières midrashot où on a enseigné la Gemara aux jeunes filles. J'ai rencontré là-bas Michael Ben Admon, qui enseignait avec le Rav Kahn. C'est là-bas que j'ai rencontré aussi Michael Greenspan, le fabuleux scénariste et documentariste, journaliste, etc. On peut dire plein de choses sur lui. Et donc, vous avez travaillé là-bas, vous avez réussi à faire votre master en 1 an. C'était un peu compliqué, mais vous l'avez fait. Alors, c'était incroyable parce que j'étais dans un endroit merveilleux, parce que c'est un des plus beaux endroits du pays, un jardin de roses. Et en même temps, j'étais nourrie, logée et blanchie au kibbutz, parce que je travaillais au kibbutz. J'étais la madricha l'après-midi, le soir. Je vivais ma vie avec eux. J'étais l'amie, j'étais la confidente, j'étais la grande sœur, j'étais la mère, j'étais l'infirmière de tous ces gens. Et c'était une situation pleine d'émotions très fortes, d'âmes qui se construisaient. Et en même temps, j'ai écrit, j'étais complètement immergée dans mes bouquins toute la matinée. J'écrivais dans l'herbe devant ma chambre au kibbutz, face aux montagnes de Judée. Et j'ai écrit là-bas mon master en 1 an aussi. Donc, pareil, voilà, la thèse de master sur André Neher. Et voilà, et le fil rouge encore. J'ai découvert qu'André Neher était passé à Ain Hanativ. Lors de la guerre des 6 jours, il est venu faire un voyage de découverte d'Israël avec sa femme et il a été à Ain Hanativ. Et au moment où il y a eu les roquettes qui sont tombées, il y a eu une alerte et ils sont descendus au Miklat. Ils étaient à Ain Hanativ, le fameux texte qu'il écrit, où il écrit est-ce que si je sortais maintenant avec mes compagnons et qu'on chantait, est-ce qu'on arrêterait la violence et est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce que ça serait possible? Il a écrit là-bas à Ain Hanativ. Incroyable. Et ouais, incroyable. Et le Rav Kahn aussi avait très bien connu et André Neher. Bon, vous étiez au bon endroit, on va dire. Et c'est pas ça, c'est aussi... après, il a fallu donner mon résumé en hébreu pour rendre le projet. Et le résumé en hébreu, c'est encore une personne de Ain Hanativ qui avait aussi connu André Neher, qui m'a aidé à le faire. Madi de Ain Hanativ. Ouais, extra. Bon, alors on voit que beaucoup de, on va dire en hébreu, gacha pratit, comme on dit, voilà, de bienveillance du ciel. Je vais essayer de traduire ça comme ça pour vous. Donc, vous avez trouvé votre chemin, on va dire ça en Israël. Vous avez trouvé votre voie. Vous avez réussi à lier toutes vos compétences et surtout à aller de l'avant, vous transformer. On va dire ça comme ça. C'était très important. M'épanouir plutôt, pas se transformer. Quand même.
pas se transformer complètement, s'épanouir. Ça veut dire, je crois et j'ai toujours cru que l'être humain a un potentiel et qu'il est coupable de pas le mettre au jour, l'utiliser, le faire parler. Quand on peut quelque chose, on doit le faire. Et si on est capable de quelque chose, alors il faut le faire. C'est une des choses qui a motivé mon Aliyah. À un moment donné, je me suis dit, si toi, qui as été élevé par des gens croyants, religieux et sionistes, tu fais pas ton Aliyah, alors qui va le faire ? Alors après, vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, vous êtes même lancé dans un doctorat. Ça s'est pas fait aussi vite. Ah ben non, mais je résume parce que sinon on peut pas. Mais évidemment que j'imagine vous avez pris certains détours, mais au bout d'un certain temps, après la maternité, etc. Vous avez failli vous égarer, mais vous êtes retrouvés quand même. Je me suis retrouvée. J'ai eu tout de suite, en même temps que le master, j'ai eu un premier enfant. Et puis après, la vie a repris ses droits. On n'a pas dit le plus important, parce qu'on n'a pas dit le plus important, parce qu'en même temps aussi que l'écriture de la thèse, j'ai rencontré le grand amour. Et puis, donc, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, le master était fini, et j'ai commencé tout de suite à enseigner. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné l'hébreu des Ulpan Aleph. Ensuite, après, on a déménagé, j'ai été copywriter, j'ai été journaliste aussi, rédactrice, enfin, j'essaie de vivre comme on peut. Et puis la vie nous emporte comme ça et puis il s'est passé beaucoup de temps où j'ai travaillé et on essayait d'avoir un autre enfant. Ouais. Et ça marchait pas. Ça venait pas. Ça venait pas, mais on n'était pas trop inquiets. On s'est dit, on a déjà eu un enfant, ça va venir, il n'y a pas de raison. Et puis, on s'est mis quand même une date limite. On s'est dit, voilà, si à cette date limite, il ne se passe rien, on essaiera de prendre les choses en main et d'aller voir des docteurs s'il faut, de commencer des traitements s'il faut. Ça n'a pas été nécessaire. Pendant ce temps-là, j'ai fait un retour sur moi, j'ai travaillé sur moi. Je me suis dit, si maintenant... Donc, pendant longtemps, c'était terrible, c'était une obsession, c'était... Et puis à un moment donné, je me suis dit d'abord, il faut remercier le ciel d'avoir un enfant, c'est pas donné à tout le monde. Et puis peut-être que c'est le moment de faire quelque chose. Peut-être que c'est le moment de faire ce que tu as toujours voulu. Et peut-être que le fait de pas avoir d'enfant, c'est plus facile. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu ? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ? C'est d'étudier, c'est de continuer. J'avais regretté de pas continuer après ce master. Pourquoi j'avais arrêté ? Je me suis laissée arrêter par la vie. Mais quelque chose me manque et je me sens éteinte. Mais ça allait pas être aussi simple. Quand je suis retournée à Bar-Ilan pour m'inscrire en doctorat au département de français, on m'a dit non. Ce que tu as fait déjà en master, c'était pas très littéraire, alors tu crois pas qu'en plus on va te prendre en doctorat ? Pas du tout. Ouais, parce qu'il faut trouver... Mais le jury de mon master, dans le jury de mon master, il y avait eu Ephraim Meir, le chef du département des études de pensée juive de Bar-Ilan. Et je me suis dit, et on m'a dit, va le voir, peut-être qu'il pourra t'aider. Et je suis allée là-bas, il m'a dit... Et quand j'ai poussé la porte de son bureau, il m'a tout de suite reconnue, donc c'était 5 ans après. 4-5 ans après. Et il a dit, bienvenue. Il m'a dit, tu as mis tout ce temps pour venir ? Moi, je t'attendais. Ah, c'est beau. Et ensuite, il a regardé tout ça, il m'a dit, bon, ça va pas être si simple que ça. D'abord, quand on change de département et quand on change de matière, il faut faire ce qu'on appelle des remises à niveau. Donc, c'est une sorte de petit OA en accéléré. Okay. Et donc, j'ai passé d'abord 2 ans où j'ai jonglé entre mon travail que j'ai continué de copywriter et des cours à Bar-Ilan pour rattraper et pour rentrer en pensée juive. Je suis rentrée en pensée juive finalement. Et quand je suis rentrée en doctorat, 3 mois après, je suis tombée enceinte. Magnifique, extraordinaire. Et voilà. Ouais, donc ça c'était une belle histoire, c'est comme si c'était que la boucle se bouclait toute seule. Exactement. Voilà. Donc vous avez fait un doctorat en pensée juive, sur quel thème ? Je sais pas si je le demande ou pas. Ça me paraît évident, mais bon, on va quand même poser la question. Alors le doctorat est en cours, il n'est pas tout à fait terminé, on y travaille, et ça s'appelle la lecture biblique d'André Neher comme geste existentiel juif. Et maintenant,
avoir raconté, on met... on peut un peu comprendre de quoi ça va parler. Voilà, de quoi ça va parler. Bon, alors j'imagine que cette alia est une alia réussie, on peut dire ça comme ça. Vous avez un peu sillonné le pays, hein. Vous avez habité dans différents endroits qui bougent à la ville, en ville, à Jérusalem, un peu à Netiv dans le sud. Enfin bref, vous connaissez très très bien Israël. Aujourd'hui, vous êtes Il y avait encore. Aujourd'hui, je suis à Natania, à Kiryat HaSharon, qui est un endroit aussi très agréable. Mais il y avait quelque chose aussi qui n'était pas facile, c'est quand j'ai voulu m'inscrire en doctorat, ça coûte cher de faire des études. Exact. Et déjà qu'il faut travailler pour vivre, alors si en plus on décide de se payer le luxe de faire des études, c'est pas possible. Vous avez une bourse ? Et je ne savais pas comment faire. Je me suis dit, comment je vais faire ? J'avais pas... on m'a refusé la Milgat Nasi, et je ne savais pas comment faire. Et je faisais à ce moment-là les courses quand même pour passer en pensée juive. Donc je les faisais quand même en me disant je vais peut-être trouver une solution pour payer. Pour payer votre doctorat. Et un matin, c'est un de mes voisins justement de la Shruna de Kiryat HaSharon qui m'a pris en stop pour m'emmener à Bar Ilan, parce qu'il était prof là-bas. Il m'a dit, et puis moi je parle toujours d'André Neher, donc il m'a dit, tu sais, tu m'as parlé de ce penseur-là, André Neher, et il me sort un feuillet de Yeshiva. Il me dit, regarde ce que j'ai trouvé ce Shabbat. C'est mon fils qui m'a ramené ça de la Yeshiva. La Yeshiva Machanaïm, à côté d'Ephrat, dirigée par le Rav Vilk. Et là-bas, il y avait un petit encart qui disait « La famille d'André Neher recherche des doctorants pour faire un doctorat sur la pensée d'André Neher en pensée juive. » Si ça, c'est pas du fil rouge, c'est de la Hashgacha. C'est du fil rouge. J'ai téléphoné, c'est là que j'ai rencontré Elisheva Revel, qui est la nièce d'André Neher. Et, c'est grâce à ça que vous avez qui m'ont donné une petite bourse pour commencer le doctorat. Ouais, extra. Vraiment, voilà. Il y a des choses, des miracles. Il suffit de prendre un train pour Israël et hop, voilà. Tout s'arrange. Cette bourse était limitée dans le temps et ensuite la Fondation du judaïsme français a pris le relais et maintenant il faut finir le doctorat. Maintenant il faut finir le doctorat. Vous allez finir. C'est pour bientôt. Il y a quelque chose qui me porte toujours dans ce travail et c'est pas toujours facile, mais c'est possible. Mais dans les moments les plus difficiles, je me dis que tout ce que je fais, je le fais pas pour moi. Vous le faites pour André Neher. Je le fais pour André Neher, qui a fait énormément pour la communauté juive, pour la pensée juive en général, pour les relations entre les juifs et les non-juifs, et qui n'a pas eu d'enfants. André et Rina Neher, qui étaient des gens incroyables, des pédagogues, des transmetteurs, des passeurs, n'ont pas eu d'enfants. Ouais. Et c'est un devoir de leur rendre honneur. Ok. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. On était contents de vous entendre parler de votre passion, voilà, de tout ce qui vous a animé en ces 13 ans d'Alia. Vous avez fait beaucoup de choses. J'espère que ça encouragera toutes les jeunes filles à réaliser leurs rêves. Apparemment, vous êtes en train de réaliser le vôtre. Parce que c'est possible. C'est difficile, mais quand on veut quelque chose, c'est possible. C'est le Rav Kook qui dit qu'on est porté par la volonté. C'est la volonté qui crée le monde. Ok, bon, alors merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses et surtout de le finir très vite, ce doctorat. Amen. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.